Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et les enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Dans cet épisode de Collaborator, je tends le micro à Ségolène Fouché et Hugo Young, deux praticiens du droit immobilier aux trajectoires complémentaires. Ségolène est avocate depuis 4 ans avec une orientation contentieuse. Après avoir exercé chez Advent Altana et PDGB, elle a récemment choisi l'indépendance et développe désormais sa propre structure. Elle est également engagée dans la vie publique en tant qu'adjointe au maire. Hugo, de son côté, a d'abord exercé comme juriste avant de rejoindre le cabinet Adelchaud-Godard où il est collaborateur depuis 3 ans en droit immobilier côté conseil. Ils ne sont ni associés, ni membres d'un même cabinet, mais travaillent ensemble au quotidien en mettant leur expertise respective au service de dossiers partagés. Une collaboration atypique, fondée sur une vision commune de leur métier et sur l'envie de bâtir, à terme, un projet structuré à deux. Pourquoi ont-ils choisi le droit immobilier, chacun sous l'angle différent ? Qu'est-ce qui rend leur collaboration efficace malgré les statuts et des temporalités distincts ? Comment envisagent-ils l'avenir et la possibilité d'une création d'un cabinet commun ? Ils partagent ici leur regard sur la profession, leurs enseignements de leurs premières expériences, les conditions d'une collaboration réussie et les valeurs qu'ils souhaitent placer au cœur de leur exercice. Une conversation ouverte et engagée entre deux professionnels qui réfléchissent ensemble à une autre manière de pratiquer et qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur les différents modes d'exercice qu'il est possible de créer. Bonne écoute. Bonjour Ségolène, bonjour Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange qui va être assez différent de ceux que j'ai pu faire auparavant. Déjà, vous êtes deux, c'est le premier que je fais à deux. Vous travaillez ensemble, on va y aller en long, en large, en travers, sans travailler dans le même cabinet. Donc, on a plein de choses à se dire et plein de questions qui sont ouvertes. Mais avant de rentrer dans toutes ces questions, je la pose à chaque fois, l'un et l'autre. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir avocat ? Je t'en prie. Bon, merci de nous recevoir. Alors, je pense que tout d'abord, ça a été plus facile pour moi parce que j'ai un papa qui est avocat, donc c'est un milieu que j'ai connu très jeune, qui m'a toujours beaucoup attiré. Et après, je pense que c'est venu assez naturellement. J'ai eu plutôt un parcours littéraire au lycée, avec pas mal d'appétence pour la rédaction, la lecture et tout ça. Et c'était quelque chose que je voulais garder dans mes études, et le droit se prêtait bien à ça. Et puis moi, me concernant, la particularité, c'est que j'ai pas toujours su que je voulais être avocat. En revanche, j'ai très vite su que je voulais faire du droit immobilier. Et ça, pour le coup, je l'ai su dès mon premier cours de droit des biens en première année. Donc, ça m'a vraiment fasciné tout de suite. Et donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Bah, ça se fait dans le sens inverse parfois de ce qui est le cas, et surtout en première année, mais oui, le parcours est assez clair. On va y revenir sur la suite. Et toi, Ségolène ? Moi, c'est tout l'inverse. Je savais pas du tout au départ que je voulais être avocate, mais j'avais toujours eu cette envie de servir et d'être utile surtout à l'endroit, de la manière la plus efficace possible. Et donc, l'avocature, c'est un bon moyen d'être au service de l'autre. Ok. Et on va y revenir sur cette efficacité. J'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de ta carrière. Justement, sur l'immobilier, toi, comment t'y arrives ? Comment tu trouves... là, aujourd'hui, t'es indépendante, on va y revenir, mais comment tu trouves tes premières collaborations ? Est-ce qu'il y a des critères qui reviennent principalement pour trouver ces éléments ? C'est le type de structure, c'est la matière, c'est le type de dossier ? Alors moi, j'ai commencé dans un cabinet en contentieux des affaires, et j'avais 30% de mon activité qui était en baux commerciaux. Et donc, c'est ensuite, lors de ma deuxième collaboration, où là, je suis passée vraiment complètement en droit immobilier, avec beaucoup plus de baux commerciaux, et puis toute la matière de droit immobilier comme on l'entend. Et pour répondre à ta question de savoir comment est-ce que j'ai choisi mes premiers cabinets, pour moi, l'élément le plus important, c'était l'ambiance. C'était vraiment avoir un lien particulier avec l'associé ou les associés avec lesquels j'allais travailler, parce que il était hyper important pour moi d'apprendre et de bien apprendre dès le départ. Et donc, j'étais certaine que
en m'entendant bien avec l'associé ou les associés, là en l'espèce c'était un associé, en m'entendant bien avec lui, en ayant confiance dans ce qu'il pouvait m'apporter et m'apprendre, eh bien j'allais pouvoir progresser beaucoup plus rapidement que dans un autre cabinet. Et alors ça, c'est à peu près 100% des avocats que je téléphone qui me disent je veux un cabinet où j'apprends, où c'est bienveillant, etc. Comment tu t'en es assuré? Ou t'as essayé de t'en assurer, après t'as réussi ou non, mais... Eh bien, pendant l'entretien, on a passé 1 heure, et pendant 1 heure, on a rigolé toute l'heure, par des anecdotes, par des informations. Et puis surtout, la chose particulière dans ce cabinet-là, c'est que je suis réserviste et qu'on a discuté de l'armée pendant une bonne partie de mon entretien. Donc il y avait des valeurs communes, et pour moi, ça c'était vraiment important. Et je me suis dit que si on avait ces valeurs-là humaines, ces valeurs communes humaines, eh bien ça ne pouvait être que positif pour le travail ensuite, le travail plus général et quotidien, dirons. Ok, hyper clair. Donc tu pars en fait au départ, un autre type de spécialité qui te fait amener vers le droit immobilier, mais par contre tu pars du côté humain et tout ce qu'on a dit, qui est un petit peu extra-professionnel, en tout cas sur le côté avocat, pour te dire ok, c'est le bon cabinet. Qui est extra-professionnel, oui et non, parce que... En tout cas, extra-avocature. Oui et non, parce que pour moi justement l'avocature en premier lieu c'est le fait de vouloir servir, et donc c'est les valeurs humaines. Donc pour moi c'est au contraire l'essence de l'avocature, les valeurs. Ok, très clair. Et alors de ton côté, on part de l'immobilier qui est la base pour chercher du coup ta première collaboration. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce qui prime au moment, on se replace quelques années en arrière, mais de ces recherches? En fait, un peu comme Sego, pour moi, ce qui était important avant tout, c'est que c'était avant tout des personnes avant de trouver un cabinet. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en fait en tant que juriste. J'ai été en entreprise pendant 2 ans. Mais j'avais déjà le barreau quand j'étais en entreprise. J'étais déjà diplômé du CAPA quand j'étais juriste. Et dans le cadre de mon parcours à l'EFB, j'avais fait un stage de 5 mois dans un cabinet d'avocats avec une équipe. Et en fait, j'ai gardé de bons rapports avec eux, j'ai beaucoup appris avec eux et tout ça. Et j'ai gardé contact après la fin du stage et pendant toute mon expérience de juriste avec eux aussi. Et il s'avère qu'en fait, cette équipe-là a rejoint un autre cabinet et il y a une place qui s'est libérée. Et donc, ils me l'ont proposé. Et donc, assez naturellement, en fait, ça a été assez facile de les rejoindre parce que finalement, je les connaissais déjà, ils me connaissaient déjà. Donc, ça permettait de gagner du temps. On savait déjà qu'au niveau de ce que Ségolène disait, des valeurs, de l'ambiance, tout ça, c'était quelque chose que j'avais déjà testé, en fait. Et je savais que ça allait fonctionner et l'histoire n'a pas démenti, ça se passe vraiment bien. Et toi, tu as été dans une structure internationale. Est-ce que, de ce que tu racontes avant, en fait, c'est parce que l'équipe y était et donc tu t'es pas posé la question, ou est-ce que c'est un sujet? Est-ce que tu vois des différenciations de ce que tu entends par des confrères, des potes avocats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi dans le fait de rejoindre une structure internationale, à l'inverse de toi, Ségolène, qui était passée dans des cabinets plutôt français? Alors, moi, la structure internationale, c'est quelque chose qui était important pour moi parce que, en fait, moi, j'ai plutôt un profil international parce que ma mère est américaine et mon père est franco-suisse. Donc, du coup, moi-même, je suis franco-suisse et tout ça. Donc, il y a une dimension internationale que j'ai toujours eue dans ma vie, que je voulais conserver. J'aime beaucoup parler anglais, j'aime beaucoup travailler en anglais aussi. Donc, je voulais de toute façon avoir une dimension internationale dans mes expériences. Donc la structure internationale est plutôt indiquée dans ce genre de requirement. Maintenant, j'aurais toujours privilégié les personnes à la structure, ça de toute façon. J'ai fait un passage éclair avant de les rejoindre dans un autre cabinet, parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai fini mon expérience en entreprise, ils n'avaient pas forcément de place immédiatement, donc j'ai fait un micro-passage dans une structure française, et avec très peu de dimension internationale, et pour le coup, c'est quelque chose qui m'a manqué, et que j'ai pu retrouver assez vite finalement. Maintenant, sur le type de structure, je pense que il y a autant de façons d'exercer qu'il y a d'avocats. Et c'est une des richesses, c'est une des forces du métier. Les structures anglo-saxonnes, elles ont
beaucoup d'avantages, elles ont aussi beaucoup d'inconvénients, comme partout. Je dirais que le gros avantage, c'est que c'est un sacré booster de carrière, c'est un sacré booster de compétences, parce qu'on y est très bien formé. Pourquoi ? Parce que les clients qui sont là payent des honoraires assez substantiels et s'attendent à avoir un service d'une qualité presque irréprochable. Donc ça, c'est vachement bien, parce que du coup, ça nous oblige à être tout le temps rigoureux, tout le temps aller chercher, voilà, pas la perfection, ça n'existe pas, mais en tout cas, voilà, toujours se dépasser dans ces dossiers. C'est aussi une structure dans laquelle on peut être assez bien encadré. Alors il y a l'encadrement par les avocats, mais il y a aussi l'encadrement par le staff, par les équipes support et tout ça. Donc ça permet de faire son travail dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Il y a aussi des avantages financiers, parce qu'en général, on est mieux payé dans une structure anglo-saxonne que dans une structure, internationale plutôt, que dans une structure locale. Après, il y a beaucoup d'inconvénients. Évidemment, il y a la pression, il y a le process, il y a les chiffres, il y a la performance qui est traquée quotidiennement. Nous, là où je suis actuellement, il y a vraiment un track à la performance qui est assez important. On veille à ce que tout le monde soit bien occupé. On peut pas recruter si les équipes sont pas occupées à 100%, s'il n'y a pas un certain montant de facturation qui est dans les caisses, etc., etc. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. C'est des gens qui s'épanouiront très bien là-dedans toute leur carrière. Il y a des gens qui en ont besoin pour commencer. Il y a des gens qui en ont besoin pour avoir plus de visibilité. Il y a plein de profils différents. Donc moi, voilà, c'est le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est que ça m'aide beaucoup. En tout cas, depuis que j'ai commencé à exercer, ça m'a beaucoup apporté. Ok, hyper clair. Alors, j'ai une dernière question sur vos parcours l'un et l'autre, et après on va expliquer aussi pourquoi vous êtes réunis, parce que là, on peut se dire, voilà, ça n'a rien à voir, t'es indépendant de tes collaborateurs. Qu'est-ce que vous faites là ? Justement, toi, tu t'es lancé à ton compte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été la bascule en fait ? Pourquoi à ce moment-là ? Quel a été le déclic ? Et qu'est-ce que tu t'es dit voilà, c'est maintenant, c'est pas dans 6 ans ou dans 10 ans, et c'est surtout, je vais pas devenir associé d'une structure déjà établie. Alors la première chose, c'est l'envie d'entreprendre. Et ça, je pense que c'est notre valeur commune avec Hugo, c'est qu'on est tous les deux passés par des écoles de commerce, et on a tous les deux envie d'entreprendre. Et ça, c'est je pense, la clé pour commencer à entreprendre, c'est d'en avoir envie. Parce que c'est un moteur fondamental pour y arriver. Et c'est vrai qu'on a déjà eu cette conversation avec Hugo, le fait d'entreprendre, le fait d'avoir envie de le faire. Ensuite, on a 10 000 idées à la minute. Il faut réussir à cadrer tout ça et à trouver les bonnes idées au bon moment. Mais on a toujours eu envie tous les deux. Et c'est vrai que j'ai commencé à développer ma clientèle personnelle dès le départ, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Alors bien sûr, au départ, c'est des dossiers pro bono, c'est des dossiers pour les copains, mais ça n'empêche que ça met la main à la pâte et qu'on démarre quelque chose. On démarre aussi la difficulté de la responsabilité. Parce que quand on a un dossier qui est à soi, on sait qu'au moment où on signe, c'est notre nom qu'on engage. Et donc, il y a cette motivation et cette détermination liée à cette responsabilité. Ouais, à bien faire, et surtout à être hyper engagé, et je pense que c'est le moment où tu prends la mesure de la prestation de serment et tout ce qui va avec. Et alors donc c'est plus rare de réussir dès le départ à développer. Il y a souvent le syndrome de l'imposteur qui rentre en compte, et moi j'ai plein de collaborateurs qui se sont dit ok, à 4-5 ans il faut que je le fasse, mais en fait c'est peut-être déjà un peu tard, etc. Donc tu développes dès le départ. Qu'est-ce qui fait que tu pars et que tu montes ton cabinet ? Est-ce qu'il y a un moment, tu as assez de chiffre d'affaires perso pour dire « Ok, je me lance » ? Est-ce que, justement, tu n'en as pas assez, mais tu te dis « Ça va me mettre au pied du mur et j'aurai plus le choix » ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plusieurs planètes qui se sont alignées, dirons-nous. La première, c'est quand je me suis rendu que j'ai fait le pourcentage de chiffre d'affaires que je réalisais par moi-même VS le chiffre d'affaires que je faisais au cabinet. Et donc j'ai fait un pourcentage et je me suis dit, en fait, à moi toute seule, je fais 20% du chiffre d'affaires que je fais avec le cabinet. Donc là, je me suis dit, en fait, je me rendais pas compte à quel point ça représentait quand même une part qui n'était pas minime par rapport à ce que je faisais, étant donné que j'étais quand même collaboratrice et que donc je travaillais tous les jours. Enfin, on s'imagine bien ce que signifie être collaboratrice dans un cabinet d'affaires à Paris. Donc ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été des discussions avec des confrères, des consoeurs qui étaient en train de s'installer
et qui m'ont dit, mais en fait, pourquoi pas toi ? Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Et je me suis dit, mais en fait, ce qui me retient, c'est la peur. Et en quoi c'est justifié de ne pas faire quelque chose à cause de la peur ? Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça le courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de surmonter cette peur et de réussir à réaliser quelque chose malgré cette peur. Et cette peur, elle est encore là, et je pense qu'elle sera encore là pendant un bon moment. Mais c'est aussi, ça permet aussi d'y arriver. Parce qu'on voit là où on bloque, on voit ce qui nous fait peur, et donc il faut y aller d'autant plus, avec d'autant plus de courage, de force, de détermination pour surmonter les obstacles. C'est bien dit, je crois que quand le jour où on a tous plus peur, je m'intègre dans le côté entrepreneurial, c'est que notre carrière est terminée, quoi. Enfin, on n'a plus rien il y a plus de défis à mener là-dessus, et je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, dans tous les sens du terme, qui n'a pas peur tout le temps quand il fait quelque chose et qui est 100% sûr. Mais du coup, c'est intéressant de savoir et d'entendre que c'est aussi le discours des confrères ou des personnes autour qui a poussé un peu à passer le pas. Donc, j'espère que ce podcast poussera aussi certains. Ouais, j'espère. Et toi, du coup, là-dedans, ce développement de clientèle, en parallèle justement d'une collaboration dans laquelle tu es toujours, comment ça s'organise ? Comment tu gères tout ça ? Et j'amorce déjà un petit peu. Vous travaillez ensemble sur certains dossiers puisque vous avez une matière commune. Alors chacun, l'un plus en contentieux, l'autre plus en conseil. Mais comment c'est venu tout ça ? Alors moi, l'idée de développer ma clientèle, en fait, elle est venue. Alors c'est pas vraiment. Évidemment, il y a le projet entrepreneurial que Ségolène a décrit et tout ça. Mais moi, ce qui m'a toujours plu dans le monde du droit, dans l'industrie juridique au sens large, c'est la capacité à créer de la valeur ajoutée. Et je trouve que c'est très intéressant de créer de la valeur ajoutée à mon niveau. Et donc, j'avais envie de faire ça aussi à mon niveau, à mon échelle, avec des dossiers qui n'étaient pas forcément les dossiers du cabinet. J'avais envie vraiment aussi d'avoir ma stratégie, mon truc. Donc, moi, ça m'est venu un peu comme ça, cette envie de développer, de proposer, en fait, assez classiquement des choses avec les mêmes rouages, les mêmes mécanismes et les mêmes réflexes que ce qu'on peut développer dans une structure internationale, mais à mon niveau. Et ensuite, ce qui a vraiment conduit, je pense, à ce qu'on se lance, c'est que donc Ségolène et moi, on se connaît depuis la fac, et un jour, j'apprends qu'elle s'est lancée à son compte, et ça m'a vachement interpellé parce que on a la même seniorité, ou à peu près, et on fait la même chose. Donc en fait, finalement, ça arrive proche de soi. Et quand ça arrive proche de soi, c'est pas du tout pareil que quand on entend quelqu'un, un ami d'amis, qui a un cousin, qui a un voisin, qui connaît quelqu'un qui s'est lancé, c'est pas du tout pareil. Quand c'est quelqu'un avec qui j'étais à la fac, que je connais, qui fait la même chose que moi, qui s'est lancé, ça m'a vachement interpellé. Et tout de suite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit c'est go, faut qu'on déj. Et donc en fait, on s'est vu et t'as complètement brisé la glace en fait du saut, en fait, du grand saut qu'elle avait fait, et ça a rendu ce truc-là vraiment accessible. En fait, moi, je développouillais des trucs comme ça, et j'étais assez sélectif sur mes clients. Je voulais pas faire, parce que je voulais pas que ça me prenne trop de temps, etc. Et je voulais vraiment faire des choses où je pouvais vraiment créer de la valeur. Et en fait, en parlant avec Ségo, je me dis, mais en fait, la valeur que tu vas créer, c'est tout simplement l'accompagnement que tu vas proposer à ton client. De toute façon, tu vas créer de la valeur pour lui, parce que s'il vient te voir, c'est qu'il a un besoin. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai pris plein de conseils, j'ai pris des notes très sérieux. Et après, on s'est dit, ça peut être cool, si jamais l'occasion se présente, de faire un truc ensemble, de travailler sur un dossier ensemble et tout ça. Et en fait, il y a un premier dossier, on s'est dit, viens, on le fait, on voit. Ça s'est très bien passé, ça a bien matché, on s'est rendu compte que c'était compatible. Moi, ça m'a vachement me fait me rendre compte que c'était très important de continuer à travailler à plusieurs. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. J'ai toujours travaillé en équipe. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai rarement été tout seul. Et le fait d'avoir un tandem avec hors du cabinet, ça a été vraiment un déclencheur. Il y a d'autres dossiers qui sont arrivés. Il y a eu des instructions conjointes aussi. On a été instruits tous les deux. Donc c'est là où on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et après, comment j'articule ça avec ma collab actuelle? Alors j'empiète peut-être sur une deuxième question sur le futur. Mais justement, c'est une des forces du duo. Ce dont on s'est rendu compte, avec Ségolène, c'est qu'en fait, être en duo, ça a beaucoup d'avantages. Et notamment, un truc tout bête, très prosaïque, mais c'est juste qu'en fait,
ça décuple la force de travail. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3, voilà. Donc, le fait d'avoir une force de travail décuplée, finalement, ça permet aussi d'accepter plus de dossiers sans se restreindre, puisqu'en fait, on sait qu'on va avoir de la bande passante, soit Ségolène, soit moi, pour prendre le relais de l'autre. On peut pas travailler tout le temps à 50%, c'est pas possible. 50% chacun, c'est pas possible. Mais en revanche, voilà, on a plusieurs exemples des fois où j'ai dû faire des choses parce que toi, t'étais au tribunal, t'avais des conclusions à faire en urgence, et des choses où inversement, moi, j'avais un audit au cabinet qu'il fallait absolument que je termine et où Ségou a pris le relais. C'est le fait d'être en duo, ça nous a permis de faire ça parce que on a la même connaissance du dossier, on a la même implication. On a la même responsabilité, parce que le client, en fait, lui, il voit pas la différence, que ce soit Ségolène en front ou moi, c'est pareil pour lui. Et donc, du coup, le fait d'être à deux, c'est un vrai levier de développement supplémentaire pour moi, parce que ça me permet, en fait, de continuer à développer sereinement en me disant que, de toute façon, je sais que Ségolène est là si jamais la coupe est pleine, quoi. Et justement, après je vais parler sur le fond parce qu'encore une fois vous avez des spécificités, mais comment, alors là ça paraît assez clair et j'ai l'impression que vous avez l'exemple de plusieurs dossiers, donc en plus vous vous êtes ajusté, mais au départ comment on a cette discussion, comment on essaye ça, parce que c'est comme quand on voit des associés qui ont réussi et ils nous disent en fait voilà on a réussi, c'est très bien, mais en fait il y a toute une période avant d'ajustement. Comment vous y êtes pris, et vous l'êtes encore en train de vous ajuster, mais comment vous y êtes pris pour rendre ça fluide, même si vous connaissiez d'avant, vous n'aviez pas nécessairement travaillé ensemble, c'est pas exactement la même chose de se voir en extérieur de travail et sur le fond des dossiers, quoi. Je pense que le mot-clé, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de se dire, en fait, tous les sujets sont possibles et on doit parler de tout et on doit être en capacité aussi de parler de tout. Absolument de tout. Dont les sujets qui peuvent être tabous dans la société civile, entre guillemets. Franchement, c'est surtout ça, c'est les sous, parce qu'il faut... Mais aussi la disponibilité, aussi l'envie la manière de travailler, les dossiers qu'on voulait prendre, les clients qu'on voulait toucher. En fait, on a vraiment parlé d'énormément de choses et on continue à en parler en permanence. Même quand un dossier arrive avec une problématique juridique, on peut extrapoler pour savoir quel axe de défense on veut prendre, pourquoi on veut le prendre, comment on veut le prendre, et tout ça on le fait grâce à la communication. Et puis pour répondre à ta question précisément, donc comment ça a commencé, en fait, après le déjeuner qu'on a fait ensemble, moi j'étais quand même j'avais quand même pas mal de dossiers qui allaient arriver en fait. Et que je me sentais pas forcément de faire tout seul parce qu'il y avait une dimension contentieuse qui était assez forte et moi j'en fais pas beaucoup. Ouais, tu me fais la transition pour les questions d'après, voilà. C'est magnifique. J'ai lu le pitch avant, je le disais à personne. Et du coup en fait ça a commencé avec des petites demandes de conseils en fait pour ma part, en disant écoute voilà, là j'ai ce truc là, qu'est-ce que tu me conseilles de faire et je voudrais faire ça, est-ce que tu penses que c'est bien et tout. Et après en fait quand ça a pris vraiment une tournure que là vraiment je me sentais vraiment pas du tout de faire tout seul, j'ai dit à Ségo écoute viens on le fait ensemble. Donc le premier dossier ça s'est fait comme ça, et après il y a eu un autre dossier où toi ça a été pareil, où c'était une matière que tu maîtrisais un peu moins et que moi j'avais au quotidien, donc du coup là en fait pareil t'as pris le front avec les clients, le lead, mais pour le coup la partie plus production c'est moi qui était un peu là-dedans, qui ai mis les mains dedans, donc et en fait c'est venu comme ça. Et aujourd'hui la répartition de dossiers elle se fait toujours à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a un dossier, voilà, on sait pas de quoi ça parle mais on y va quoi. On prend ensemble, on dit ok ça te parle, ça te parle, qu'est-ce qu'on fait, et on déplie tout le truc, on ausculte, et on se pose sur un bureau, on prend une table énorme, on décortique tous les documents et on y va comme ça quoi. Ok. Et juste sur l'organisation et la communication, notamment toi avec ton cabinet, parce que en fait c'est un sujet qui est hyper intéressant. On est collaborateur libéral, on le dit tout le temps, et on dit aussi qu'on peut être brimé par son cabinet, ou c'est pas forcément le cabinet, c'est soi-même qui on s'auto-censure à ne pas développer parce qu'on part juste peur. Ça c'est tous les avocats qui ont ce sujet-là. Toi c'est assez affiché que tu développes, et encore une fois c'est quelque chose qui est tout à fait normal et censé être accepté. Est-ce que c'est un sujet que tu as posé de la même façon sur la table avec tes associés en leur expliquant que tu allais faire ça de manière un peu plus, agressive, un peu plus assumée en tout cas? Et est-ce que ça a été un sujet de discorde, discussion que vous avez pu avancer? Est-ce que en fait tu l'as fait dans ton coin et en fait tu l'as juste, c'est comme ça? Comment tu as abordé ce sujet-là? Alors en fait je l'ai pas vraiment abordé, ça s'est fait assez naturellement en fait. Alors la grande chance que j'ai, c'est que le cabinet dans lequel je suis, c'est un cabinet qui s'est ouvert assez récemment à Paris. Donc en fait les avocats qui ont ouvert ce cabinet sont eux-mêmes des entrepreneurs
c'est pas des support partners comme on dit, c'est vraiment des gens qui ont vocation à inscrire une marque sur un marché, tout ça. Donc ils ont la fibre entrepreneuriale et le développement c'est quelque chose qui leur parle. Et ensuite l'ADN du cabinet associe beaucoup les collaborateurs au développement du cabinet. Donc c'est bien vu que les collaborateurs développent. Et à raison parce que ils ont tout à fait saisi un peu, je pense, l'essence de l'avocature à la française. Et après, j'ai la chance d'avoir aussi toute une équipe, ce qu'on appelle le BD, Business Development, qui sont des personnes vraiment formidables qui sont prêtes à donner plein de conseils pour les avocats dans le cadre du développement de leur clientèle pour le cabinet, mais du coup qui sont des conseils qu'on peut répliquer aussi à notre niveau. Et puis moi, je m'entends suffisamment bien avec mon équipe pour que je puisse leur poser des questions dans ces persos, ils prennent toujours le temps de me répondre et ils savent que je développe parce que je leur ai toujours dit que moi c'était quelque chose que j'avais en tête. Voilà, et je suis en fait même au niveau du cabinet en lui-même, je suis assez associé aux démarches de développement. Enfin, je dis je, mais je parle en mon nom, mais il y a d'autres collaborateurs aussi dont c'est le cas, qui sont assez associés aux démarches de développement. On a beaucoup de liens avec les clients, ils nous font confiance, donc je pense qu'en fait j'ai pas eu besoin d'en parler parce que c'est assez naturel pour eux d'avoir des collaborateurs qui développent, ce qui est assez rare dans une structure internationale. C'est clair, non, mais c'est pour ça que je pose la question et que je trouve ça, en fait, ça te désamorce. Et la personne qui est pas ok avec ça, c'est la problématique est plutôt du côté cabinet, mais c'est intéressant et c'est important d'en parler pour que je pense aussi d'autres puissent se dire, en fait, où est le sujet, où est le problème. Est-ce que dans votre stratégie de binôme, même si vous n'êtes pas un cabinet, vous êtes juste deux avocats qui travaillent ensemble sur des problématiques juridiques communes, vous êtes posé en vous disant on va attaquer telle cible, tel marché spécifiquement, on va aller on va l'attaquer de cette façon, telle taille de marché. Et est-ce qu'il est différent du tien que tu adresses initialement? Est-ce qu'il y a une différenciation? Comment vous êtes placé sur ce binôme? Je sens que c'est un sujet. Non, justement. Vas-y. En fait, alors comme disait Ségolène au début, on prend des particuliers pro bono et des choses comme ça, et après on se structure. Nous, on s'adresse principalement, l'offre qu'on développe et qu'on a, c'est une offre qui est principalement destinée aux ETI. Parce que c'est un milieu qu'on connaît, donc comme Ségolène a dit, on a fait des écoles de commerce tous les deux, donc le monde d'entreprise c'est un milieu qu'on connaît, mais en plus j'étais 2 ans d'entreprise, donc c'est la direction juridique, comment est-ce qu'elle évolue au sein de son environnement corporate et tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise, c'est des choses qu'on aime faire aussi, et c'est là où on se sent le plus à l'aise naturellement en fait. Donc l'offre qu'on vise à développer, parce qu'elle va évoluer cette offre, mais elle a vraiment vocation à s'adresser à ces clients-là. Après, comment est-ce qu'on va les chercher? Là, c'est pareil. En fait, on applique notre méthode. C'est en fait, on regarde dans nos réseaux qui on connaît, qui est où, comment est-ce qu'on peut aller les chercher, voilà. Et puis après, il y a de la représentation aussi. On va à des événements, on essaie d'aller chercher les clients comme ça, puis on leur vend ce qu'on sait faire. Et ça fonctionne. Ouais. Les gens sont assez séduits par ça. Je pense que la particularité que nous on propose à une entreprise, c'est que, en fait, en général, une entreprise, quand elle va avoir recours à un cabinet d'avocats, elle a un point de contact. C'est un associé et un collaborateur qui en fait fait le travail et qui est relu par l'associé. Je pense que nous, ce qu'on apporte, c'est un peu de patte humaine avec cette espèce de duo qui en fait peut être appelé à tout moment. On est tout le temps joignable du coup. Il n'y a pas de restriction là-dessus. On connaît tous les deux très bien le dossier. On a tous les deux une vision très différente. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît à nos clients et qui est assez distinctif. Parce que en fait, il n'y a pas besoin d'attendre quand on appelle un collaborateur, faut que je vois avec l'associé s'il est d'accord. Là, on peut prendre les décisions à peu près tout seul. On a pas mal d'autonomie. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est notre méthode. Je sais pas si j'ai tout dit. Si, tout à fait. On marche beaucoup sur la confiance. On se fait confiance et du coup, le client le ressent. Et quand c'est Hugo qui parle ou quand c'est moi qui parle, en fait, ils savent très bien qu'on va être sur la même ligne et qu'on dit la même chose parce qu'on connaît justement parfaitement les dossiers. Ok. Donc en fait, ça amène une certaine fluidité, et c'est ce qu'on disait sur la lourdeur parfois des cabinets internationaux qui ont plein d'avantages aussi, mais sur cette fluidité, et du coup peut-être que les ETI sont la bonne cible pour ce type d'intervention, là où des énormes mastodontes ou 440 si j'extrapole. Après on prend aussi. Ah oui, mais venez. Venez. Et qu'est-ce
quels sont au-delà du coup de cette fluidité, mais est-ce que les valeurs, et ça peut-être que ça recoupe à ce que tu me disais au tout début, Ségolène, sur quand tu passais tes entretiens, que toi tu as mis sur papier pour ton entreprise, pour ton cabinet individuel, mais pour votre binôme, qui doivent ressortir particulièrement auprès des futurs clients, auprès de votre duo, et je m'avance un peu sur l'avenir, si vous montez un jour un cabinet auprès des gens qui vont vous rejoindre, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous distinguent de confrères, de copains en fait qui montent des structures, ou en fait pas particulièrement? Est-ce que c'est des choses, je m'avance un peu et c'est un peu tôt aussi dans le process parce qu'on est quand même au début de cette construction-là, je l'ai pas rappelé au début, ou est-ce que ça c'est des choses que vous aviez anticipées avec votre bonne formation d'école de commerce en amont? Qu'est-ce que tu veux dire par les valeurs ? Est-ce que c'est les valeurs qui fondent notre volonté de s'engager, ou est-ce que ce sont des objectifs business ? Alors moi je pensais plutôt aux objectifs business. Après en réalité très ouverte à entendre le deuxième aspect aussi, s'il y a des choses qui te paraissent pertinentes évidemment à nous partager. Hein. Mais en tout cas, sur la deuxième partie, peut-être, c'est cette envie de servir. Et on en parlait tout à l'heure avec Hugo. Hugo disait, en fait, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir apporter des solutions aux clients, de pouvoir venir lui dire, vous aviez un problème, eh bien moi, je vous apporte une solution. Je vous soulève les questions juridiques que vos problèmes business, en fait, c'est réussir à traduire les difficultés business en questions juridiques et en réponses juridiques, et ensuite en retransmettant l'information en aspect business. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver et d'aller voir le client et de lui dire, voilà, vous aviez telle question business, telle problématique business, ben voici une solution business adaptée à votre business, parce que justement, comme le disait Hugo, on connaît le juridique par nos formations, mais on a aussi justement la chance de savoir ce qu'est l'entreprise et quelles sont les problématiques de l'entreprise. Donc, sur la partie valeur, je dirais que c'est cette envie de servir et cette envie de trouver des solutions pour des clients, et c'est vraiment ça qui nous a liés dès le départ et qui nous a donné envie de travailler ensemble. Et sur les objectifs, c'est évidemment de se développer. Aujourd'hui, on a un partenariat d'avocats, on travaille ensemble, mais on n'est pas un cabinet. Demain, peut-être. Mais en tout cas, je pense que ça ne change pas la prestation qu'on va proposer au client final. Que ce soit, en fait, c'est un peu de la tambouille interne, si je puis dire, que ce soit un partenariat, un cabinet ou autre chose. Vraiment, l'idée, c'est est-ce qu'on est raccord tous les deux pour se donner à 100% pour un client ? Et la réponse, c'est oui. Oui, je compléterai juste, moi, c'est ce que j'appelle l'obsession de la satisfaction du client. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a eu la chance tous les deux d'être passés par des structures où en fait, il faut absolument que le client soit satisfait, sinon il ne revient pas. Et c'est quelque chose qu'on a gardé tous les deux. L'obsession de la satisfaction du client. Il faut que le client, il ressorte de là, il faut qu'il son besoin soit satisfait, il faut qu'il en ait pour son argent, et ça va très loin. Enfin, moi, je me rappellerai toujours d'un truc qui nous est arrivé, c'est une petite anecdote que je raconte comme ça, mais c'était un document qu'on devait envoyer à un confrère en face dans un dossier, et je le retrouvais pas. Bon. Et Sego était persuadé que le client nous l'avait déjà envoyé. Et en fait, non. Enfin bref, on le trouvait pas. Et moi, je partais en vacances, donc j'étais sur plein de trucs en même temps, des trucs du cabinet, de ce dossier-là et tout ça. Et en fait, j'ai fait partir un mail où j'ai demandé le document au client en oubliant complètement que Sego m'avait dit « Je vais regarder si je l'ai ». Je me suis engueulé. Parce qu'elle m'a dit « Mais pourquoi tu déranges le client pour ça ?» et tout ça. Bon, il s'avère que j'ai bien fait de le faire parce qu'effectivement le document on l'avait pas. Mais et c'est un marqueur de ça, c'est de dire en fait le client il vient nous voir pour se décharger de ce dossier-là. C'est-à-dire qu'en fait le client il vient nous voir une fois, on fait des sessions de travail à la rigueur si on a besoin de documents et d'éléments, mais en dehors de ces sessions-là, il faut pas qu'on le dérange. Le dossier doit rouler tout seul. Ça doit, comme on disait, je sais plus dans quelle structure on disait ça, mais il y avait une expression, c'est ça doit pas bouger. C'est-à-dire qu'en fait le client il te donne les clés du camion, tu fais et tu parles s'il y a un problème, sinon tu fais. Et ça c'est vraiment un truc qui a vraiment un marqueur chez nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Il faut vraiment que le client soit le plus content possible, tout le temps. Et on parlait d'un truc juste avant d'allumer les micros, la caméra, c'était la balance, et l'un, l'autre, vous avez le curseur peut-être un peu différent, entre
faire du sur-mesure et donc en fait adapter tous ces processus-là à chaque client pour pas qu'il y ait ces vagues. Et en même temps, on reste dans une entreprise. Enfin, les avocats qui nous disent on fait que servir et on veut pas gagner d'argent, on n'est pas non plus une association. Donc il y a un côté réalité business, gagner de l'argent et bien gagner sa vie, voire très bien gagner sa vie. Et donc mise en place de process. Et donc une certaine harmonisation sur certains sujets, documents, automatisation, enfin peu importe. Comment vous mettez le curseur ? C'est pas facile comme question. C'est vrai que, en fait, je pense que pour l'instant, le curseur, il est placé de façon assez empirique, en fait. Je pense que ça dépend du client, ça dépend de son dossier, ça dépend de son besoin, et ça dépend aussi de la stratégie qu'il veut. Il y a des clients parfois qui nous demandent juste d'avoir appel à eux ils font appel à nous pour, je sais pas, des mises en demeure, pour faire peur, pour faire bouger les choses. Bon, dans ce cas-là, une mise en demeure, c'est assez classique. On n'a pas besoin de faire un truc forcément vachement dans le détail. Surtout, c'est juste pour faire bouger les choses. En revanche, quand on parle de choses peut-être un peu plus structurées, telles que, je sais pas, un protocole d'accord, avec des solutions, avec des enjeux un peu plus substantiels, bah là, pour le coup, je veux dire, il y a pas d'histoire de précédent qui tienne. Le cas est tellement particulier, les accords sont tellement précis, parfois complexes à rédiger, que là, en fait, c'est du sur-mesure, et en plus, c'est from scratch, quoi. Ça veut dire qu'on part de rien. Donc maintenant, il y a aussi un autre phénomène, c'est que il faut aussi qu'on développe suffisamment notre expertise et notre expérience pour avoir une base de données. En fait, on la constitue petit à petit, c'est-à-dire qu'on fait des actes nouveaux tous les jours. Là, l'autre jour, on a fait pour la première fois une assignation avec sommation de communiquer. C'était la première fois qu'on faisait ça. Bon, bah ça, maintenant, c'est un truc qu'on va ressortir. On a appelé un huissier, mais ça, on savait pas comment faire. On voulait faire gagner du temps à notre client. On voulait pas faire délivrer et une assignation et une sommation de communiquer. J'ai appelé l'huissier, je dis écoutez, est-ce qu'on peut faire les deux? Il me dit pas de problème. Donc c'est des choses comme ça, et on sait qu'on va s'en servir, on sait que... Donc je pense que ça va un peu aussi dépendre de la récurrence aussi des dossiers, de ce qu'on va avoir, et voilà. Mais c'est sûr que tout ce qu'on fait, on le garde. Ségolène est assez maniaque, donc c'est très bien rangé, et c'est très facile à ressortir, voilà. Ok, très clair. Rien à ajouter sur ce point-là. Raccord. Non, complètement raccord, comme toujours avec Hugo, et heureusement. J'ajouterais qu'effectivement, on essaie d'appliquer des process de plus en plus pour gagner du temps. On utilise évidemment les outils informatiques, l'intelligence artificielle pour gagner du temps, mais il n'en reste pas moins que l'objectif, c'est de faire du sur-mesure. Et donc, évidemment, on va être prêt à perdre du temps sur certains points pour que le dossier soit vraiment, à notre sens, parfait, si je puis dire, ou suffisamment bien travaillé pour qu'on soit satisfait de ce qu'on envoie au client. Ouais, vous déchargez des tâches à faible valeur ajoutée avec toutes ces automatisations, l'IA, et je suis ravie que tout le monde en parle enfin, parce que c'était assez tabou il y a encore un an, pour aller sur les sujets à valeur ajoutée. Ouais, mais en fait, en réalité, c'était quand même assez tabou. Les gens commençaient peut-être à l'utiliser, mais ils en parlaient pas. Mais bon, c'est très bien, et il était temps. Le sujet, c'est pas l'utiliser, c'est de bien l'utiliser. Aussi, ça c'est un autre débat. C'est quoi les next steps? C'est quoi les différents modèles qui peuvent exister? Peut-être que vous avez déjà un peu sorti, ou vous les étudiez, et peut-être qu'ils sortiront d'ici quelques temps, de projections et d'hypothèses possibles pour votre binôme qui existe déjà en fait à l'heure actuelle. De plus en plus de dossiers, tout simplement. Oui, et puis je pense que nous, la particularité, c'est qu'on a un duo qui fait quand même partenariat avec ses clients. Donc l'idée, c'est aussi de se développer, de se spécialiser aussi en fonction de nos clients. Donc ça va être vachement dicté par ça. Donc sur le long terme, en tout cas, ça sera dicté par ça. Nous, on fait corps avec notre client, avec nos clients. Mais je pense qu'il y a des prochaines étapes qui vont juste chercher à nous donner de la visibilité. Ce podcast, ça fait partie de cette démarche-là. Je pense qu'à terme, on va au moins déposer un nom de domaine pour quand même désigner un peu quelque chose, ce qu'on est en train de faire par un nom, pour que ça porte un nom, que ça portera un projet, que le projet porte un nom, pardon. Et faire un site internet aussi pour augmenter la visibilité, et puis toujours plus d'actions commerciales. On a pas mal d'idées d'actions de développement commerciaux.
Donc on va mener. Je pense qu'on va commencer par là déjà, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. En plus, comme tu disais tout à l'heure, on a quand même l'esprit assez fécond parce que c'est encore au début, donc il y a plein d'idées qu'il faut arriver à canaliser. Et après, la suite, ça va évoluer. Alors, est-ce que on arrive à se satisfaire de cette situation avec moi qui a un pied dans un cabinet et un petit peu un pied dans ce duo-là, auquel cas, si ça continue comme ça et que ça fonctionne, ça restera comme ça. Mais en revanche, si on se rend compte qu'il faut que ça évolue, on verra comment les circonstances exigent que ça évolue à ce moment-là. Ok. Donc dicté par les clients, j'imagine aussi, et bien évidemment on en parlait, dicté par le chiffre d'affaires qui pourrait être un point de bascule notamment de ton côté. Et vous allez découvrir, pour toi c'est déjà pas mal le cas, mais toutes les étapes entrepreneuriales qui sont extra juridiques sur tous les sujets, et notamment commerciaux. C'est quoi le conseil, même si là vous êtes encore au début de tout ça, mais quel conseil vous auriez aimé avoir plus tôt, justement, dans vos développements de carrière? Alors dans ce binôme-là, mais peut-être c'est une question ouverte, peut-être sur d'autres moments aussi de votre carrière, évidemment, même si on n'en est qu'au début de tout ça. Wow. Moi, je citerais le grand Jean-Claude Duss, c'est « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ». Non, mais en fait, c'est vrai que l'expérience, ton expérience même à toi, le montre en fait. C'est ce que tu disais, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est le fait d'y aller alors qu'on a peur. Je pense que c'est un autre de mes amis qui est passé par ici, Pierre-Alexandre, qui m'a vraiment aidé à être assez lucide là-dessus, c'est de dire en fait, agis d'abord et réfléchis après. C'est super important en fait. Et il y a beaucoup d'avocats, je pense, qui se brident parce que avant d'arriver à être avocat, en fait, il y a tout un process de formatage dont il est très difficile de sortir. Faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. La fac conditionne beaucoup. La fac forme des juristes, mais surtout des profs de droit. Et quand on sort de la fac, il y a plein de réalités qu'on se prend un peu dans la face, qui nous déforment un petit peu aussi, et qui peuvent être un peu déstabilisantes parfois. Donc je pense que vraiment le premier truc à faire, et c'est un peu, j'ai été réserviste aussi, donc on a un langage commun avec ça dans notre travail, mais c'est moi ce qu'on me disait souvent, c'est on pose le cerveau quoi. T'as mal au pied, il faut faire une marche de 40 km, tu poses le cerveau. Voilà, pose le cerveau et juste agis et tu verras. Et c'est pas grave de se planter, on t'en fiche. L'important c'est d'agir, c'est d'être dans l'action, c'est dans le mouvement. Voilà, c'est beaucoup plus facile de subir que de créer, mais créer c'est beaucoup plus valorisant et il faut vraiment pas hésiter quoi. C'est mon associé qui cite régulièrement une phrase agis en sauvage et après réfléchis en stratège dans un temps 2. Donc je pense que c'est assez aligné. Ouais, mais c'était pas mal. Mais il y aura plus de personnes qui auront la ref. Et de ton côté alors? Je pense que c'est aussi démystifier le saut vers l'inconnu de commencer son cabinet, de devenir avocat à son compte. Parce qu'en fait, oui, il y a plein de nouvelles réalités, oui, il y a plein de difficultés, mais aussi de joie à développer son cabinet. Mais peut-être que j'ai, à un moment donné, vu ça comme un saut tellement important qui me paraissait inatteignable. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais au pire du pire du pire du pire. Et ça, j'ai vu une personne en conférence qui disait qu'elle était vraiment arrivée à la pire des situations. Et elle s'est dit, mais en fait, si jamais ça va encore pire au niveau financier, au pire, je repars chez mes parents. Elle avait une fille, elle disait, je repars chez mes parents avec ma fille. Ce sera pas agréable, ce sera pas facile. Mais en fait, j'ai des solutions B. Et à ce moment-là, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais en fait, si demain, je décide de devenir avocat à mon compte, en fait, c'est quoi le plus gros risque ? C'est que ça ne marche pas. D'accord ? Et donc, quelles conséquences ? La conséquence, c'est que je gagne pas d'argent. Ok, donc, quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Faudra que je trouve un emploi. Oui, très bien, tu retrouveras une collaboration. Donc c'est pas si grave en fait. Et c'est là où je me suis dit, oui, pourquoi est-ce que t'attends ? Plus t'attends, plus ce sera difficile de retrouver une collaboration avec une seniorité plus importante. Et donc je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que j'attends ? Puisque de toute façon, au pire du pire du pire,
je retrouve une collaboration. Et donc c'est là où je me suis dit, mais finalement, oui, c'est un saut, et il faut pas dire que c'est pas un saut, parce que c'est un saut, c'est des réalités très très différentes, mais la chose la plus importante, je pense, c'est de se dire, mais en fait, quel est le plus grand risque et comment est-ce que je pars à ce plus grand risque? Et en fait, ça permet de démystifier le saut en question. Ça fait respirer un peu, hein. Non, il y a surtout que ceux qui testent pas, qui se plantent pas. Et ça fait un peu, on enfonce des portes ouvertes, mais quand on se plante, on apprend. Et en entendant, et donc merci beaucoup, parce qu'en entendant des discours juste naturels et fluides de personnes qui testent, qui se lancent, qui arrivent aussi avec des formats qui sont assez différents entre vous deux, je suis persuadée que ça va faire écho, et notamment dans une nouvelle génération qui a envie de tester, qui est hyper entrepreneur, etc. Et au pire. Oui, je crois qu'en fait, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. En fait, de toute façon, l'aventure de l'avocat, c'est un risque. Parce que ne pas se lancer, ne pas faire quelque chose qu'on aime, rester dans un endroit qui ne nous plaît pas par souci de sécurité, c'est un très gros risque aussi. Tu parlais de la seniorité. Si on s'installe dans une collaboration avec beaucoup de seniorité et qu'en fait, on n'a pas développé, on sait faire qu'un type de dossier d'une certaine façon, et que le jour où on se fait mettre à la porte parce qu'on coûte trop cher et qu'on ne rapporte pas, c'est une situation qui existe, c'est une situation qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, pour le coup, on aura beau pas avoir pris de risque pour essayer d'entreprendre, en fait, là, pour le coup, on a pris le plus gros risque qui soit, c'est que là, c'est sûr qu'on se fait cartonner. Donc, c'est important d'être en mouvement. Et le mouvement, c'est du risque. Oui, bien sûr, on se lance. Et nous, même à notre niveau, on lance plein d'hameçons dans la mer. Et je pense que sur 20 hameçons lancés, il y en a peut-être 3 qui mordent. Voilà. Mais en fait, on prend le risque, on perd du temps sur des trucs, et même, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à se relever, sa capacité à se relever, et à faire surtout quelque chose qui nous plaise. Voilà. Il y a des gens qui se satisferont très bien de jamais tenter l'aventure parce qu'ils ont besoin de leur sécurité, de leur confort, machin, mais qui à côté de ça vont trouver un moyen dans leur collaboration, de se développer, de se rendre indispensable, et du coup de ne pas arriver à cette espèce de plafond de verre. Nous, c'est pas notre cas, on a besoin d'être en mouvement, on a besoin de faire des choses. Donc voilà, prenez des risques parce que c'est plus dangereux de ne pas prendre de risques que d'en prendre. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cet échange là-dessus, qui est hyper motivant. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez pouvoir inspirer plein d'avocats. J'ai hâte de suivre la suite de cette aventure. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!